Et c'est un voyage dans le temps que nous allons maintenant faire, un voyage dans le temps tout autant que dans le monde. Il nous est proposé par le professeur Philippe Boxeau. Il revient sur l'histoire de la médecine légale jusqu'à sa reconnaissance en tant que spécialité médicale. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il revient d'accueillir ce membre de l'Académie. Oui, faut-il présenter le professeur Philippe Boxeau, qui est médecin légiste, qui a fait une thèse de doctorat sur la responsabilité pénale du médecin et qui est maintenant chargé de cours à l'Université de Liège, même professeur ordinaire à l'Université de Liège et président du conseil provincial de Liège de l'Ordre des médecins et maintenant président du conseil d'administration du CHU de Liège. Donc il va nous emmener dans l'histoire de la médecine légale. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, secrétaire perpétuel, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parce que je vais pouvoir combiner deux de mes passions qui sont d'une part la médecine légale et d'autre part aussi l'histoire. Je suis passionné d'histoire et l'histoire de la médecine légale en soi est quelque chose de très difficile à reconstruire car elle n'a jamais été faite. Donc je vous propose ici, c'est pour ça que je vous fais le titre d'un essai d'approche parce que en fait c'est juste moi qui pense comme ça. Alors, au départ étaient des premiers pas qui ont été complètement oubliés. Il s'agissait de savants qui travaillaient à Alexandrie, ils étaient d'Alexandrie, ils s'appelaient Hérophile et Rasistrate. C'est à eux que l'on doit les toutes premières autopsies de l'histoire, en tout cas les toutes premières autopsies répertoriées et qui avaient un caractère scientifique. Ils avaient découvert notamment que le sang circulait dans les artères, ce qui sera complètement oublié dans les siècles suivants, dès lors que la bibliothèque d'Alexandrie sera détruite. C'est de la philosophie qu'on a détruit, c'est de la science qu'on a détruit, c'est une façon de réfléchir, d'approcher l'humain que l'on a détruite, eh bien, ça a été perdu. Ça a été perdu à tel enseigne que pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'en 1628, quand Harvey découvre la double circulation, on pensera qu'il n'y a pas de sang qui circule dans les artères, mais qu'il n'y a que de l'air. Pourquoi? Eh bien, parce que des gens comme Galien, des gens de cette époque, font des autopsies, mais très vagues, et surtout sur les cadavres de suppliciés ou sur les cadavres de gladiateurs, c'est-à-dire sur des cadavres. Et effectivement, dans le post-mortem, le sang n'existe plus ni dans les capillaires, ni dans les artères, ni dans le cœur gauche, ce qui leur donne l'impression qu'il y a de l'air qui circule. À l'époque, on est avant l'ère chrétienne, à l'époque, on le savait, tout ça a été perdu. Alors il y a deux manières d'aborder l'histoire de la médecine légale. La première, c'est de passer par l'approche scientifique, et la deuxième, par l'approche légale. Je vous propose d'abord l'approche scientifique et de vous montrer que l'évolution de la médecine légale a coïncidé évidemment avec l'évolution de la médecine. Pour comprendre comment quelqu'un meurt, non seulement il faut connaître l'anatomie, il faut aussi connaître la physiologie. Donc Vézal, père de l'anatomie, est quelque part aussi, d'une certaine manière, le père de la médecine légale, même s'il n'en a pas exactement le titre. En 1543, il publie cet ouvrage qui s'appelle De Humani Corporis Fabrica, un ouvrage qui est mis à l'index par l'Église. Pourquoi? Bien parce que justement on ouvre des corps, ce qui à l'époque n'était pas franchement interdit, mais n'était pas non plus souhaité. C'est une époque qui est très ambivalente quant à la possibilité ou non de réaliser des autopsies. Mais par contre, et la raison principale pour laquelle d'ailleurs Vézal s'est fait rabrouer, c'est parce qu'il fait des dessins. Or, à l'époque, on pensait que l'anatomie ne devait être que descriptive par les mots, et certainement pas par un dessin. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à l'école du Titien, et c'est un ouvrage qui est encore disponible aujourd'hui, il est toujours publié. Si ça vous intéresse, vous pouvez le commander, je ne fais pas de pub pour un magasin ou l'autre. Et puis, nous voyons Ambroise Paré, qui lui, objectivement, est le père de la médecine légale, dans la mesure où il nous donne un traité, une manière, on est en 1575, dans œuvre, une manière d'autopsier. Et cette manière d'autopsier, à l'époque, était utilisée pour autopsier les rois de France. Les rois de France, depuis les Capétiens, ont tous, sauf Louis XV et sauf Louis XVI, forcément Louis XVI, on savait de quoi il était mort, tout le monde était là pour le constater, ils ont tous été autopsiés. Louis XV n'a pas été autopsié parce qu'il est mort non seulement de la variole, mais également du fait des médecins qui l'avaient traité avec des sels de mercure, ce qui avait hâté sa putréfaction et avait fait qu'en fait il est mort en putréfiant. Et il dégageait une odeur telle que personne n'a voulu y toucher. Donc Ambroise Paré, père effectivement de l'anatomie, de la médecine légale. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous livre le premier précis qui nous permet de guider l'autopsie, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas bien. Et puis arrive la physiologie, les tout débuts de la physiologie, avec Harvey, vous connaissez
sans doute cet ouvrage d'Emutu Cordis qui est publié en 1628, comme je le disais tout à l'heure, et qui n'est pas le premier en fait. Il n'est pas le premier à le découvrir. Il y a d'autres personnes avant, il y a Michel Servet, qui a été brûlé vif, d'ailleurs, non pas pour ça, mais pour un ouvrage qu'il a publié, qui a été considéré comme une hérésie par les protestants, c'était le monde protestant, et Ibn Hafiz, qui lui est un arabe et qui avait déjà mis au point tout ça, mais sans le publier, et dans un monde qui était folionnier d'une autre. Ça, c'est pour un aspect plus du début, en fait, de l'aspect scientifique. Et puis, le siècle de lumière apparaît, et la médecine légale, la première fois qu'on l'utilise, c'est en 1777 dans l'encyclopédie, en fait un supplément à l'encyclopédie. C'est la première fois que l'on voit ce mot apparaître, et puis il y a une définition. J'aime bien parce qu'elle vient de chez nous, elle date de 2016, où l'on dit que la médecine légale est la discipline qui étudie les rapports entre toute situation médicale et la loi, ou la justice, et les conséquences médicales de l'application des lois. Je trouve qu'elle est parfaite, et je voulais vous la montrer, surtout les vient de chez nous. Et puis, sur le plan historique, alors, le médecin apparaît très tôt. On voit déjà que sous Justinien, la personne que l'on identifie comme un médecin passe du statut de témoin au statut d'expert. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on s'entoure des compétences de quelqu'un qui a cette compétence, à tout le moins partielle à l'époque, pour tenter de découvrir quelle est la cause du décès de quelqu'un. Sous Charlemagne, une obligation légale apparaît de faire appel à des médecins pour déterminer la cause du décès, c'est dans les capitulaires. Et puis au Moyen-Âge, on traverse une période qui est assez incertaine, une période où on a mis à bas une forme de rationalisme pour se tourner plutôt vers la superstition, ce qui n'est jamais bon. Et on voit un pape qui met une bulle, c'est Boniface VIII, qui en 1299 interdit le démembrement. Et quand on lit correctement cette bulle, on se rend compte qu'il n'interdit pas réellement l'autopsie. Ce qu'il fait, c'est d'interdire une pratique de l'époque qui était de couper le corps en morceaux avant de l'enterrer. C'est un peu particulier, c'est un peu spécial. Mais ça se faisait, et il le dit, ceux qui extrairaient les viscères du corps des défunts pour en faire un abus horrible et détestable, ils ne visent pas l'autopsie. Ils ne visent pas l'autopsie, mais ça a été considéré comme tel. Il faut savoir que pendant tout le Moyen-Âge, on a continué l'autopsie au roi de France. Il faut savoir qu'à certaines époques du Moyen-Âge, on a autorisé que des corps soient autopsiés à condition qu'il s'agisse de corps de condamnés à mort. En fait, c'était une deuxième sanction qui survenait après la condamnation à mort. Et l'Église a permis à l'Université de Bologne d'autopsier un corps par an, pour, à condition qu'ils soient dans un hôpital public, sinon c'était pas autorisé, pour le montrer aux étudiants, mais selon les principes de Galien. Ce qui nous éloigne un peu clairement de la réalité objective de l'anatomie, mais ça, c'est un autre problème. Charles V, donc Charles Quint, émet un code qu'on appelle la Caroline, et on va de nouveau plus loin que ce que Charlemagne avait fait, et on est en train tout doucement de sortir du Moyen-Âge, donc de sortir de cette période. On veut un médecin légiste, on veut des gens qui connaissent la matière, et le rapport médico-légal ici devient clairement une obligation. Avec Paul Zakès, voilà, qui est le premier médecin légiste de l'histoire, en tout cas c'est comme ça qu'on l'identifie. On a oublié évidemment Hérophile, on a oublié Érasistrate, on a oublié Alexandrie, on le retrouvera d'ailleurs jamais vraiment. Et ici, Paul Zakès s'est inspiré évidemment du guide de Paré d'Ambroise Paré, pour guider l'autopsie. Henri IV, deux médecins dans chaque ville de grande importance pour expliquer la cause du décès, on évolue, et puis ensuite, la médecine légale s'est étoffée au fur et à mesure du temps, et elle s'est étoffée notamment par le développement de certaines techniques, comme par exemple la microscopie. Le microscope apparaît en 1590, c'est Janssens, un Hollandais, qui met au point. Il est capable d'agrandir seulement 10 fois, et puis on voit qu'au cours du temps, la capacité d'agrandissement augmente. On voit aussi que des médecins, Lacassagne est le père de la médecine légale lyonnaise, a travaillé dans cette optique, à savoir identifier un projectile. En médecine légale, c'est une chose essentielle. Nous devons montrer les projectiles quand un corps, évidemment, est mort de cette manière-là, pour permettre des comparaisons. Au départ, c'est les médecins légistes qui les faisaient. Les médecins légistes étaient aussi des techniciens de scène de crime au sens vrai. Au fur et à mesure du temps, la discipline de la scène de crime s'est développée et nous avons perdu cette qualité. Mais néanmoins, les premiers qui ont installé un laboratoire, le tout premier laboratoire de police scientifique au monde, c'est à Lyon. C'est fin du XIXe siècle et c'est un médecin légiste qui l'établit. C'est un médecin légiste un peu particulier. En fait, il avait fait la médecine et le droit. Il n'a travaillé ni comme médecin ni comme juriste.
il s'est dirigé vers la médecine légale, mais comme il détestait le sang, il a créé un laboratoire. C'est très particulier de part de ce monsieur. On arrive vers les années 1920-1930 au macroscope comparateur. Quand Lacassagne décrit qu'il y a des traces sur les projectiles qui permettent d'identifier l'arme qui est tirée, on crée un peu plus tard le macroscope comparateur, c'est-à-dire une machine qui existe toujours, qui est une espèce de gros microscope, une grosse loupe, qui permet de mettre en parallèle un projectile qui est la scène de crime avec un projectile qui sert de référence que l'on a tiré avec une arme que l'on suspecte être celle qui a été utilisée et comparer si les styles sont similaires ou pas. Et puis il y a eu quelques égarements dans l'histoire de la médecine, et notamment cette fameuse phrénologie inventée par Gall, qui nous a laissé une expression, à savoir la bosse des maths. On imaginait à l'époque que le cerveau, en fonction de ses capacités de développement, poussait sur la boîte crânienne si une vertu particulière était exacerbée, et en poussant sur la boîte crânienne, déformait la boîte crânienne et créait des bosses. Il y a même eu des activités de salon chez des gens, chez les bourgeois, qui consistaient à se palper le crâne pour voir quelle bosse le crâne pouvait avoir. On avait découvert que les vertus conjugales étaient concentrées à l'arrière du crâne, les vertus intellectuelles à l'avant, le sens moral au sommet, les préoccupations égoïstes au-dessus des oreilles. En fait, c'est quelque chose que l'on a évidemment abandonné et qui ne fait plus partie aujourd'hui du patrimoine médico-légal quant à fonder le fait que quelqu'un soit un criminel ou pas. Le seul truc qu'on en ait gardé, c'est la bosse des maths, et ça vient effectivement de cette époque, l'époque de la phrénologie. Alors, plus sérieusement, on arrive en 1815 à un monsieur qui s'appelle Mathieu Orfila. Et Mathieu Orfila c'est un médecin qui s'intéresse aux poisons. Les poisons ont, à travers l'histoire, été un véritable problème, le plus souvent utilisé par les femmes plutôt que par les hommes, pour empoisonner, c'est pour tuer. Louis XIV, si vous en souvenez, a été aux prises avec ce qu'on a appelé l'affaire des poisons, avec beaucoup de remous d'ailleurs à la cour de France. Il a même chassé sa maîtresse de l'époque parce qu'il lui faisait boire des filtres d'amour de façon à ce qu'il n'arrive pas à s'égarer au côté de toute autre femme qui l'aurait éloigné de lui. C'était un empoisonnement, hein, au sens pur du terme, c'était une tentative de régicide au sens où on l'entendait à l'époque. Donc il l'a écarté plutôt que de la faire écarteler, qui était le supplice que l'on faisait subir au régicide et tentative de régicide. Orfila est devenu le doyen de la faculté de médecine de Paris. Aujourd'hui, c'est Paris Descartes qui a conservé ce titre. Et voilà, vous avez là la première page du premier exemplaire qu'il a publié. Il était en portugais. En Belgique, nous avons connu une affaire d'empoisonnement qui est très célèbre à travers le monde entier parce que c'est la toute première fois où l'on a pu identifier, grâce à un procédé chimique, une substance chimique capable de tuer. Il s'agissait de la nicotine. C'est l'affaire de Beaucarnet. C'est un comte qui a tué son beau-frère pour que sa femme puisse hériter de son frère et donc que lui puisse capter l'argent du frère qui allait se marier. Enfin, bon, c'est une histoire compliquée, mais c'est toujours comme ça. Dans ces histoires-là, c'est toujours compliqué, mais il y a toujours de l'argent. En médecine légale, c'est facile. C'est le cul et les écus. Et ici, c'est les écus. Donc l'idée, c'était de capter l'argent dont disposait ce brave homme. Et le comte Vizard de Beaucarnet a appris à extraire de la nicotine. Il est allé à un Gand où se trouvait un institut qui lui a permis d'apprendre à extraire de la nicotine. Et il a concentré cette nicotine. Il en a fait goûter, boire dans le thé à son beau-frère qui en est mort. Le parquet a trouvé ça un peu particulier à l'époque. On a fait une autopsie. Et les viscères ont été étudiés par un chimiste qui s'appelle Jean Servestas. Alors Jean Servestas, vous ne le savez peut-être pas, mais le voici. Il est statué ici, dans le jardin de l'Académie, exactement à l'opposé de l'entrée du sol. Il a été le président de l'Académie des sciences et des lettres en 1890, c'était donc pas n'importe qui, c'était l'un d'entre nous, qui a mis au point de technique, qu'on utilise toujours quasiment la même aujourd'hui, pour identifier la nicotine. À partir du moment, et c'est la première fois, c'est important, c'est la première fois au monde où la chimie a permis d'identifier un produit, a permis d'identifier un poison, et c'est un Belge, on ne le sait pas assez, et il faisait partie de notre académie, ça on ne le sait pas assez non plus. Alors le comte a bien entendu été décapité sur la grande place de Mons, lorsque vous irez à Mons, ayez une pensée pour lui. Alors, au-delà de ça, les techniques se sont développées, et les techniques du 19e siècle, le 19e siècle, c'est véritablement le siècle où la médecine légale s'est développée, en même temps et en partie, puisqu'elle en fait partie, que la criminalistique.
La criminalistique, c'est l'ensemble des sciences et des techniques qui nous permettent de répondre à deux questions. Qui a commis les faits et comment a-t-il fait pour les commettre? La photographie se développe à partir de 1800, parce que 1700 c'est vraiment trop tôt, avec la première photographie à peu près en 1827. Je vous l'ai montré là, on distingue à peine. Elle se développe d'autant mieux en étant 38, là, avec la toute première photo d'être humain, il est là, l'être humain. Et en fait, il est en train de se faire cirer les chaussures sur le boulevard des Italiens à Paris. Et comme la pause pour se faire cirer les chaussures durait quand même une bonne dizaine de minutes, eh bien, il est le seul qui a imprimé la plaque parce qu'il n'a pas bougé. Tous les autres sont en rue, il y a sans doute des chevaux, il y a sans doute beaucoup de choses, mais comme tout le monde bouge, eh bien, ils n'ont pas pu imprimer la plaque photographique. En 1870, naissance de la photographie judiciaire, et voici Jules Bonneau, après qu'il ait été abattu à Choisy-le-Roi. Les photographies sont prises à cette époque, on est en 1912, exactement comme on les prend encore aujourd'hui, on les prend en couleur. C'est la seule chose qui a changé. Et puis, on arrive à Lombroso, avec aussi quelque chose de spécial qui a été complètement abandonné. Lombroso, c'est l'homme qui s'est appelé Lombroso, c'était l'italien, c'est l'homme du délit de sale gueule. Il publie un traité qui s'appelle L'homme criminel, et il dit qu'en fonction des caractéristiques de l'individu, après avoir étudié 6000 criminels, voire un peu plus, en fonction des caractéristiques de l'individu phénotypique, on devient quel type de délinquant. Une mâchoire large, des pommettes hautes et de l'embrun, des récidivistes, des petites têtes, des pyromanes, des grands bras avec des longues mains, des petites coquettes, etc. Et il a fait ainsi tout un inventaire de phénotypes qui conduisent, pas nécessairement, mais qui peuvent conduire à tel type de délinquance. Ensuite, on a eu Bertillon, on est dans la même filière, c'est l'anthropométrie, c'est-à-dire qu'on envisage d'identifier les gens en fonction de leurs caractéristiques physiques. L'écartement entre les yeux, l'écartement entre les tempes, le diamètre de la tête, la distance entre les mains quand les bras sont en extension, etc., etc., etc. En fait, c'est une technique qui a marché. Avant, à l'époque de Napoléon III, avant Napoléon III, en fait, un récidiviste était marqué au fer rouge dans le dos ou ailleurs sur le corps, il était marqué au fer rouge, ça s'appelle la flétrissure. La flétrissure était interdite par la loi, il a donc fallu trouver un autre système pour identifier le récidiviste. Et l'autre système, c'est Bertillon qui l'a amené. Le problème de Bertillon, il se situe à deux niveaux. Le premier, c'est que personne ne laisse ses mensurations sur une scène de crime. Donc si ça permet d'identifier quelqu'un en termes d'identification, ça ne permet pas d'identifier un auteur de fait. Arrive la dactyloscopie, c'est-à-dire arrivent les empreintes digitales, les voici, avec Angleterre-Argentine. Regardez, en Angleterre, on est en 1882, en Argentine, on est en 1891, en France, on est en 1902, et même, je veux dire, en 1912, avant que les empreintes digitales n'arrivent, parce que Bertillon fait obstacle. Or, les empreintes digitales, c'est quelque chose de génial, c'est une chose que le meurtrier laisse sur la scène de crime. Ici, voici le tout premier meurtrier qui a été condamné en France, parce qu'il a été identifié par les empreintes digitales qu'il a laissées chez la personne qui l'a volé. Si ce n'était qu'un vol chez un dentiste, ce ne serait pas bien grave, mais il a tué le domestique du dentiste qui avait entendu du bruit et qui avait tenté de l'arrêter. Il a été identifié grâce à ces empreintes digitales. On est en 1902, mais Bertillon fera encore obstacle jusqu'à sa mort en 1912. 1912, c'est une époque où les empreintes digitales ont vraiment pris de l'essor. Voici l'affiche, je ne résiste pas à vous la montrer, de Raoul Villain, et le meurtrier de Jean Jaurès, assassiné en 1914 au Café de Croissant de Montmartre. Il persiste aujourd'hui une plaque qui rappelle l'événement à cet endroit-là. Et c'est ça qui va tout changer, la Joconde est volée. Je suis sûr que vous ne saviez même pas qu'elle a été volée. Elle a été volée, c'est quelque chose d'extraordinaire au musée du Louvre. Alors, on est le 21 août 1911, voici le salon carré, pour ceux qui veulent savoir où il est. Vous montez l'escalier de la Victoire de Saint-Matras, vous tournez à droite, c'est le bout du couloir, c'est le salon carré. Il ouvre sur la grande galerie qui a été construite par Henri IV et dans laquelle il a entraîné son fils, le futur Louis XIII, à chasser le renard. Comme ça, quand vous irez là-bas, vous y penserez. Alors regardez sur le mur là-bas, voilà, la Joconde est à cet endroit. C'est de cette manière-là qu'on présentait les tableaux à l'époque. C'était un grand fouillis de tableaux qui occupaient tout le mur, alors qu'aujourd'hui, ils sont les uns à côté des autres, on n'a plus ce fouillis. C'est terminé. Et si vous voulez voir encore une présentation de tableau de cette manière-là, allez au château de Chantilly. Il est conservé dans son jus d'époque, par volonté du donateur, le duc d'Aumale, un des fils de Louis-Philippe. Alors voilà les crochets auxquels était suspendu le tableau. Ils se sont rendus compte de la disparition du tableau que plusieurs jours plus tard, il faut savoir.
Et il y a eu tellement de gens qui sont venus voir le tableau qui avait disparu, ils ont même eu peur qu'on enlève les crochets, qu'on vole les crochets, les ont donc retirés, et l'histoire est vraie. Alors, voici le voleur, il s'appelle Ferrugia, il est italien, et il part, mais c'est pas une blague, il rentre dans le Louvre par un escalier qu'il connaît parce qu'il a fait des travaux dans le Louvre, il quitte le Louvre avec la Joconde sous le bras, non pas roulé, on ne saurait pas, la Joconde c'est un tableau en bois, c'est du bois de peuplier, du bois peint. Donc pas question de la rouler, donc il sort en la cachant. C'est pas un grand tableau, mais quand même il faut pouvoir. Et en bas de l'escalier par lequel il sort, quelqu'un lui tient la porte parce qu'il remarque qu'il est encombré. La police va fouiller chez Ferrugia. En fait, quand elle se présente chez Ferrugia, comme chez tous ceux qui ont travaillé dans le Louvre, c'était l'optique, elle va chez Ferrugia, elle voit le petit studio qu'il occupait, elle voit le désordre qui régnait et la crasse qui régnait, ils ne sont pas rentrés, elle était sous l'escalier. C'était une petite pièce, il suffisait d'entrer, je pense, pour la découvrir. Ferrugia n'est pas inquiété, il rentre à Florence, il occupe une chambre, ça c'est moi qui ai pris la photo, de cet hôtel qui s'appelle la Gioconda Ritrovata, et puis maintenant il s'appelle The Frank Hotel, mais à l'époque c'était comme ça qu'elle s'appelait, surtout après qu'on ait retrouvé la Joconde par avant, vous l'aurez compris, et c'est là qu'il se cache. Il tente de revendre la Joconde au musée de la Galerie des Offices en disant que c'est une copie, une belle copie qu'il veut leur vendre. Le bonhomme qui reçoit la pseudo-copie lui dit, écoute, il comprend que c'est la vraie. Écoutez, revenez tout à l'heure, je vais demander à un de mes copains qui s'y connaît bien de l'expertiser pour vous en ayez le meilleur prix. Et quand Ferrugia est revenu, la police était là, on lui a passé les bracelets. Et il a toujours dit que c'est pas lui qui l'avait volé, qu'il était juste un revendeur de quelque chose qui pensait bien être un faux. Voilà, c'était son idée, c'est ce qu'il a défendu. Il a été confondu. Parce qu'en retirant la Joconde de son cadre au Louvre, il avait laissé ses empreintes digitales. Il était confondu par ses empreintes digitales, et à partir de là, la France n'a plus pu faire l'impasse sur les empreintes digitales du tout. Donc vous voyez, on arrive ici à deux choses essentielles qui sont la photographie et la dactyloscopie, qui terminent en fait l'histoire du 19e siècle. Ensuite, on va entrer dans une histoire un peu plus rapide et surtout beaucoup plus scientifique. Ça, je vous parle de la criminalistique, ça on peut passer. Et il va falloir attendre du temps, il va falloir attendre 1980 pour qu'un Belge liégeois de Bénezet, médecin généraliste, redécouvre l'entomologie. Je dis redécouvre parce que l'entomologie était découverte et mise au point. C'est l'étude des insectes qui permet de dater le moment du décès d'un mort, et c'est une technique qui est exceptionnelle, c'est au jour près, pas à l'heure près, quand même pas, mais au jour près, vraiment, à condition de sache manier la technique. Et Marcel a réappris cette technique, elle était connue, mais elle était perdue. C'est un vétérinaire français, il s'appelait Ménien, qui l'avait mise au point. En 1851, il publie un livre, et puis, vous savez, toutes les guerres que la France a connues, c'était complètement perdu de vue. Et Marcel adorait les mouches. Voilà, il en a collectionné pas moins de 2 millions. C'est une collection exceptionnelle. C'est la plus grande collection mondiale. Elle se trouve à l'Université de Liège, à Gembloux, puisque c'est là que se trouve l'entomologie, non seulement médico-légale, mais l'entomologie tout court. Il y a une histoire terrible avec Marcel Leclerc, et c'est bien après aussi que les Belges, on n'arrive pas à se vendre correctement. Il y a une affaire en Belgique, une affaire sensationnelle qui avait défrayé la chronique, et on avait trouvé sur le corps des défunts, on avait trouvé des mouches, des cadavres de mouches. Et les enquêteurs et les magistrats avaient décidé de faire appel aux meilleurs des meilleurs des meilleurs pour analyser les mouches, à savoir au FBI. Ils téléphonent, heureusement ils n'y sont pas allés, et ils ont téléphoné au FBI, ils sont tombés sur un de mes copains qui m'a téléphoné juste après, il me dit qu'il m'arrive une histoire complètement extraordinaire. Figure-toi qu'on m'a téléphoné pour faire l'étude des mouches sur le cadavre de... Je dis, ben oui, ben c'est peut-être une bonne idée. Il me dit, non, enfin mais non, tu sais quand même bien que les mouches américaines ne sont pas les mouches belges. Et c'est pas de blague, donc ils ne peuvent pas faire cette étude 1 et 2. L'homme qui nous a appris la technique, il s'appelle Marcel Leclerc, il habite à Bénezet. Marcel a réappris cette technique, il l'a enseignée au monde entier. C'est un Belge, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je voulais vous le signaler. Et puis, l'ADN, quelques années plus tard, la toute première enquête qui a été résolue par l'ADN, c'est en Angleterre. C'est grâce à Alec Jeffries qui, par hasard, découvre que l'ADN permet d'identifier quelqu'un, mais c'est un hasard. La pénicilline a aussi été un hasard, donc dans l'histoire de la médecine, il y a quand même quelques hasards heureux. Voici le premier meurtrier qui était c'est un meurtrier violeur de jeunes filles, qui était arrêté grâce à l'ADN. Il a purgé quelques années de prison, il a été libéré en 2021.
je vous annonce qu'il vient de retourner en prison pour récidive et il semble bien qu'il ne sera plus libéré. L'ADN qui nous permet depuis peu et c'est autorisé maintenant en Belgique, c'est nouveau, c'est depuis avril de cette année, de l'année dernière, pardon. Nous pouvons aller plus loin dans l'analyse ADN et faire une fiche signalétique, phénotypique d'un individu. On peut maintenant analyser la couleur des yeux, on peut maintenant analyser la couleur de la peau, on peut analyser la couleur des cheveux, la tendance à la calvitie, la tendance à l'obésité, certains gènes qui déterminent une origine génétique, on peut le faire. Ça coûte très très cher et je vous avoue que jusqu'à maintenant, ça fait 1 an que cette loi existe, on ne nous l'a pas demandé une seule fois. Alors, nous avons à l'Université de Liège et en Belgique depuis 1995, à Liège depuis 1996, la création du premier laboratoire ADN et puis la toute première scène de crime 1999 liégeoise qui a abouti à un procès en 2008 basé sur les microtraces. C'est la toute première fois que l'on a condamné en Belgique quelqu'un sur base des microtraces. Il s'agissait de M. Aitoud dans l'affaire de Stacy et Nathalie, deux petites filles qui ont été tuées, violées par, en tout cas c'est la décision judiciaire, par cet homme. Ce sont des traces infimes qui l'ont confondu, des traces de jeans mal lavés mélangées avec des fibres rouges qui étaient tout à fait spécifiques, que l'on a retrouvées non seulement dans son évier où il lavait son linge, mais également sur le corps des fillettes, ce qui a permis de le confondre. Et quand je suis arrivé en cour d'assises pour présenter ça, avec les gens d'INCC, on avait très peur que le jury ne comprenne pas ce qu'on allait expliquer, ne comprenne pas les situations de transfert, telles que Edmond Locard les raconte. On avait cette crainte. Eh bien, pas du tout. Ils étaient particulièrement bien formés à ce concept grâce aux séries américaines. C'est bien la première fois qu'elles nous ont servi. Et puis il y aura un futur. Alors le futur, personne ne sait aujourd'hui de quoi il est composé, mais il est certain que l'intelligence artificielle jouera un rôle peut-être déterminant, peut-être moins, on va voir, dans l'approche médico-légale des cas, et notamment, et ça c'est certain par contre, à travers ce qu'on appelle les virtopsies, c'est-à-dire c'est une technique nouvelle qui consiste à passer le cadavre dans un scanner pour reconstituer en 3 dimensions les lésions, les tracés de projectiles, les coups de couteau, etc., mais pour observer des choses que peut-être, notamment au niveau pulmonaire, on ne voit pas nécessairement bien lors de l'autopsie. Pour l'instant, la virtopsie ne remplace pas l'autopsie, il faut quand même faire les deux, raison pour laquelle, puisque ça représente des frais supplémentaires, le parquet n'est pas chaud pour que l'on fasse nécessairement et systématiquement un scan avant de réaliser une autopsie. Voilà. Et l'intelligence artificielle intervient à travers le scanner, effectivement, pour nous montrer, et ça c'est véridique, c'est une étude qui est en cours à l'Université de Lausanne, pour nous montrer des lésions et des zones que l'on n'aurait pas bien regardées nécessairement si l'intelligence artificielle n'était pas là. Et l'avenir, eh bien, on verra. Mais en tout cas, il promet. Je vous remercie. Merci pour cette histoire passionnante. Y a-t-il des questions? Professeur Pearson. Vous m'entendez? Merci de nous avoir fait partager votre érudition historique avec la passion et l'humour qui vous caractérise. Qu'est-ce qui explique la tradition de l'autopsie systématique des rois de France? Ce qu'il explique, c'est que l'on avait peur qu'il soit empoisonné ou tué d'une manière déguisée. Il y a un roi d'Angleterre qui a été tué d'une manière déguisée et il n'avait malheureusement pas été autopsié, donc ça ne s'est pas vu, ça ne s'est appris qu'après. On lui avait introduit dans l'anus une corne creuse d'un bovin, et à l'intérieur de cette corne creuse, on avait fait passer une épée qui a traversé tout l'abdomen, est allée jusqu'au cœur, a transpercé le cœur et l'a tué. C'était une façon de tuer qui était tout à fait inédite. Effectivement, c'est la seule que je connais dans l'histoire, hein, c'est celle-là. Et elle est passée inaperçue parce que pas d'autopsie réalisée. En France, on le faisait, et on allait certainement et souvent à la recherche des traces d'empoisonnement. Le problème, c'est que quand on lit ce que l'on raconte à l'époque sur les traces d'empoisonnement, en fait, on décrit des gastrites, on décrit des affections diverses qui n'ont strictement rien à voir avec un empoisonnement. Il a vraiment fallu attendre que Jean Savestas arrive à identifier une substance pour qu'on ait la preuve vraie qu'une substance toxique avait été donnée. La seule que l'on arrivait à identifier avec certitude, c'était le cyanure. Parce que le cyanure dégage une odeur d'amande amère que tout le monde...
malheureusement, n'est pas capable de sentir, il faut être codé génétiquement. C'est un gène qui ne sert pas à grand-chose, mais c'est un fait. Il faut être codé génétiquement pour le sentir. Voilà. Et c'était le seul, et on le sait depuis très longtemps, qu'on arrivait à identifier. Merci pour cet exposé. Ça me rappelle mes cours de médecine légale. Quand j'étais étudiant, ça passionnait déjà les étudiants, même si ce n'était pas Boxo qui donnait cours. Bon. L'intelligence artificielle, on fait des pronostics pour voir quelles sont les spécialités médicales qui vont progressivement disparaître. La radiologie, la napath, la dermato, etc. etc. Il y a un manque important de médecins légistes en Belgique avec comme corollaire un nombre de crimes qui passent au bleu. Est-ce que les techniques nouvelles, notamment l'intelligence artificielle, pourraient compenser quelque part le manque de médecins légistes? On peut l'imaginer à condition de passer les corps au scanner et d'avoir une intelligence artificielle qui révèle des lésions. Oui, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Et ça ne dispensera quand même pas de réaliser l'autopsie ensuite parce que malheureusement, on ne voit pas tout en virtopsie. On progresse, mais on ne voit pas tout. Alors en médecine légale, nous sommes passés d'à peu près 40 médecins légistes dans les années 2000 à une vingtaine aujourd'hui. C'est très peu, c'est très très peu. Et la Belgique a été rappelée à l'ordre par l'Europe parce qu'en Europe, on autopsie une moyenne de 12% de morts par an, au long de l'année. En Belgique, on est à 1-2%. Le professeur Gauthier, Jean-Paul et François ont réalisé une étude, son ULB, dans laquelle ils démontrent qu'on passerait à côté de 70 à 80 meurtres par an en Belgique à cause de cela. Alors, il y a un ministre qui a réagi, qui a créé un projet IML, qui consiste à installer 2 laboratoires de médecine légale au nord, 2 au sud et 1 au centre. Voilà. Chez les Flamands, c'est un peu la dispute. Au centre, c'est l'UCL, et au sud, il y en a 2, l'ULB et l'ULG, donc on est tranquille de ce côté-là. Mais malheureusement, ce ministre est tombé, ministre de la Justice, Anne Guggenborn, parce que ses copains ont fait pipi sur une camionnette de police, et ça s'appelait le Pipigate. Et le projet a été abandonné lui aussi, et aujourd'hui on n'en a plus de nouvelles, il semble avoir disparu corps et bien. Donc on ne sait pas du tout ce que la médecine légale va donner dans le futur. Madame Baléco avait une question. Oui, comme imageur, j'aimerais quand même aussi vous dire que, effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, globalement, dans le monde, est utilisée pour 75% dans le cadre de la médecine et de la radiologie. Oui. C'est simple. Il s'agit d'images digitales et donc aujourd'hui ces applications sont très très importantes. Est-ce que ça va remplacer les radiologues? J'espère que non, je ne pense pas, si tant est que les radiologues redeviennent des humains et pas des lecteurs de machines et d'images. Ceci étant dit, j'ai adoré l'exposé et je voudrais plutôt évoquer l'autopsie et poser des questions. Lorsque j'étais étudiante en premier doc, c'était monnaie courante qu'on aille en salle d'autopsie. Et donc, mon premier stage, je suis à l'hôpital Saint-Pierre comme étudiante jeune. J'ai fait le dossier de l'accueil d'une jeune patiente de 16 ans. J'ai fait son dossier, etc., son interrogatoire. Le lendemain matin, je veux aller la voir, sa chambre est vide. Et j'ai été forcée, avec les autres, d'aller en autopsie pour découvrir que cette jeune patiente avait en fait un abcès cérébral et est morte d'engagement sur l'abcès. C'est une scène que je n'ai jamais oubliée et ça m'a peut-être donné envie d'être neuroradiologue et de faire un diagnostic précoce. Mais à l'époque, il y avait pas de scanner. Donc ma question est d'abord, à un certain moment, le nombre d'autopsies faites dans un hôpital était, je crois, universitaire, était requis. Je pense qu'aujourd'hui,
à ma connaissance, on y voit être. Et je comprends que l'imagerie remplace énormément. Mais toutefois, au-delà une question. C'est la question. Je voulais juste rendre hommage à Jacqueline Flamand, avec laquelle, pendant des années, nous avons couplé des cerveaux toutes les semaines et confronté les images macroscopiques avec les images de scanner et de résonance. Et jusqu'au moment où on a découvert qu'on voyait mieux en imagerie qu'avec l'œil à l'autopsie. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait encore des autopsies? Est-ce que c'est requis? Et je plaiderais pour le faire encore. Alors, il y a deux types d'autopsies dont vous parlez. Vous envisagez l'autopsie scientifique, c'est-à-dire radiologique. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on constate, c'est une raréfaction des autopsies dans les hôpitaux. Et je crois que c'est un peu quelque chose sur l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi exactement. Je suppose que parfois certaines familles s'y opposent, mais je pense aussi que beaucoup de médecins n'y pensent pas et ne la demandent pas, ce qui est une erreur parce que c'est comme ça qu'on progresse. En autopsiant et en allant à la découverte et à la recherche des causes d'un décès, on se perfectionne. Alors, par contre, sur le plan de l'autopsie médico-légale, l'intelligence artificielle, il y a une chose qui n'arrivera jamais à remplacer, c'est le fait que le médecin légiste doit aller sur la scène de crime. Il doit aller à la rencontre du cadavre pour l'examiner là où il est. C'est hyper important. Avant tout déplacement. Les Américains font autrement, c'est leur problème. Mais objectivement, il faut aller sur place. Les renseignements que l'on a en allant sur place sont incomparables. Donc en allant sur place, on examine le cadavre, et il y a des choses que la phytopsie ne permettra jamais de voir, c'est de voir d'infimes lésions qui permettent parfois d'expliquer le décès, alors même qu'il n'y a pas de cause affirmée. Je pense par exemple à des étranglements qui se font en région du nœud sino-carotidien, et qui engendrent chez certaines personnes prédisposées un arrêt cardiaque immédiat et spontané. Donc on a des risques comme ceux-là, l'intelligence artificielle va passer à côté. On aura, je pense, toujours besoin de médecins légistes pour se rendre sur les scènes de crime. Nous avons des questions sur la table. Exactement, on a des questions. Alors, première question de Liégeois à Liégeois, professeur Bourgsou. Oui. Et venant de la part de l'ancien secrétaire perpétuel, Jean-Michel Fadard. Oui, bonjour. Philippe, toutes mes félicitations pour ce brillant exposé. Tu nous as fait un exposé qui montre tes compétences en histoire. Tout le monde sait que tu es un philosophe et un écrivain, et également un médecin légiste. Lorsque j'étais secrétaire perpétuel, nous nous étions plaints à Maggie de Bloch, ministre de la Santé à l'époque, du très faible nombre de médecins légistes qui persistaient. Et nous avions demandé qu'elle essaie de débloquer des fonds particuliers pour revivifier et augmenter le nombre de médecins légistes. Et la réponse a été, mais la médecine légale, ce n'est pas un domaine de la santé, c'est un domaine de la justice, et les médecins légistes doivent dépendre du ministère de la Justice et pas du ministère de la Santé publique. Et donc, tu nous as fait un exposé par lequel tu montres très bien tes compétences d'historien. Nous savons que tu es un brillant écrivain à succès d'ailleurs, et que tu as fait la preuve aujourd'hui de tes compétences en matière de philosophie et de droit. Mais alors, la médecine légale, ministère de la Justice ou ministère de la Santé? C'est une bonne question, c'est les deux. C'est les deux. C'est une spécialité qui vient de la santé publique, et on ne peut pas faire la médecine légale sans être médecin, sans connaître l'anatomie, la physiologie, physiopathologie, surtout la physiopathologie. C'est super important. Mais d'un autre côté, nous sommes des médecins requis par la justice, à la disposition de la justice. Donc on a ces deux casquettes-là, un peu comme les policiers, dépendent à la fois du ministère de la Justice et du ministère des Affaires intérieures, du ministère de l'Intérieur. C'est la même chose pour nous, on a une double casquette. Ce qui permet au ministre d'ailleurs de faire ce jeu de ping-pong auquel ils excellent, en disant c'est pas mon problème, c'est celui de l'autre, et de nous laisser dans le marasme dans lequel aujourd'hui malheureusement nous sommes. Merci. Alors, je fais une petite interruption pour signaler une remarque du professeur Lorient qui dit que le célèbre physiologiste Paul Gilles de l'ULB a publié des textes qui s'assimilaient un peu aux théories de Lombroso et a étudié les crânes d'assassins. Voilà, ceci étant dit, que serait une séance de l'Académie sans une question du professeur Maurice Lamy? Bonjour professeur Lamy.
Bonjour Vanessa, merci beaucoup de me donner la parole. Tout d'abord, bravo et merci, cher Philippe, pour ce superbe exposé si instructif. Dans une de tes toutes premières diapositives, à propos des premières autopsies répertoriées à Alexandrie, tu notes le cœur étant objectivé comme une simple pompe, le cerveau devient le siège de l'âme. Plus de 2000 ans plus tard, les médecins légistes, réels experts de la connaissance du corps humain, ont-ils, réussiront-ils ou arriveront-ils à isoler l'âme? Voilà ma question. Merci Maurice. En fait, c'est une dia que j'ai extraite d'un autre diaporama que j'ai fait, où je m'étais intéressé à travers l'histoire et la médecine, l'histoire de la médecine, à tout le cheminement qu'on a eu quant à la recherche et l'identification de l'âme. Et j'ai oublié de retirer cette petite séquence-là, ce qui lui permet de poser la question, c'est pas mal. Et le dernier essai qui a été réalisé a été fait par un médecin américain, c'était publié par un journal Journal of Medicine, of American Medicine, il faudrait que je relise exactement, c'est en 1903. Le médecin s'appelle Douglas McDougall et il a réalisé une expérience qui est complètement folle, qu'aujourd'hui, si vous faites ça, vous êtes en prison. Il avait répertorié des gens qui allaient mourir au sein de l'hôpital et il leur proposait de mourir sur une balance. En manière telle qu'il ait le poids de l'individu avant le décès et puis le poids de l'individu après le décès. Or, basé sur notamment des travaux d'Einstein qui montrent que tout ce qui existe a forcément une masse, bon, il ne parle pas de neutrinos, ça c'est un autre problème, mais tout ce qui existe a évidemment une masse. Si l'âme existe, elle a forcément une masse. C'était ça l'idée. Et donc, quelle que soit la masse, aussi infime soit-elle, on devait la voir disparaître. Alors ça a été quelque chose, il y a une expérience sur 7 qui a fonctionné, il y a des gens qui sont intervenus, on a déposé des affaires sur la balance, ça a été un vrai problème. Il a quand même publié, tout en disant, attention, cette expérience sera à refaire, donc il a été très prudent, il a été scientifique, et c'est de là que vient l'idée que l'âme pèse 21 grammes. Parce que la seule expérience pour laquelle on n'a pas d'explication quant à la modification de poids, c'était 21, quelque chose grammes. Il a dit, ben voilà, peut-être que si l'âme existe, elle aurait 21 grammes, mais c'est à confirmer. Voilà d'où ça vient, Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Moi, j'avais une question qui revenait plutôt à des choses très matérielles. On a montré que les techniques devenaient de plus en plus élaborées, faisaient appel d'ailleurs à des techniques aussi coûteuses. Donc une autopsie, ça coûte, bien entendu, pour la justice. Et donc, je me demandais d'une part quel était le coût moyen d'une autopsie dans un cas de meurtre, et si, un petit peu comme dans le cas de nos activités médicales, le politique intervenait pour limiter éventuellement l'usage de techniques de diagnostic qui parfois nous semblent essentielles et dont on nous prive ou dont on nous met en difficulté pour les exercer, dans le cas de la médecine légale également. Alors la médecine légale est particulière puisque nous ne pouvons rien faire qui ne soit requis par un magistrat. Donc je ne peux pas décider de faire une autopsie, je suis conseil technique du magistrat, je dois dire au magistrat, voilà, je pense que dans ce cas-ci, une autopsie s'impose, c'est lui qui va décider si on la fait ou pas. Et il arrive qu'il me dise non, parce que moi sur le plan policier, j'ai tous mes apaisements. Et l'affaire s'arrête là. Donc si le magistrat la requiert, nous faisons l'autopsie toujours à deux. Ça c'est une imposition qui vient de l'Europe aussi, mais que l'on pratiquait en Belgique depuis déjà fort longtemps avant que l'Europe ne l'impose, pour plusieurs motifs, et notamment parce qu'il n'y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, que de la confrontation d'idées naît la vérité. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui font que nous sommes toujours à deux, et sur le même niveau. Que vous soyez prof ou assistant, la discussion c'est au même niveau, personne n'impose à personne, on discute. C'est comme ça qu'on travaille dans le domaine scientifique, de façon valable, je pense. Et alors, 500 € par personne, grosso modo, donc une autopsie c'est 1000 € à charge de l'État, c'est-à-dire à charge du ministère des Finances, et c'est pas nous qui fixons le prix. C'est un barème des frais de justice en matière criminelle. Nous, on l'appelle le barème criminel parce qu'on trouve que les prix sont tellement mauvais qu'ils en sont criminels. Et ce barème criminel est révisé toutes les années, et quand les prix s'envolent parce qu'il y a un index, il les diminue tout d'un coup. Donc, tous les 10 ans, à peu près, on voit que le barème chute. Pourquoi? Parce que les prix ont tellement évolué qu'ils estiment au ministère, donc le politique, que c'est beaucoup trop élevé. Alors,
Nous conseillons évidemment de faire éventuellement, quand ça s'impose, de la toxicologie, de l'anatomopathologie. Ce sont des frais supplémentaires. La toxicologie en moyenne c'est 1 200 € quand on fait une toxico de base, hein, quand on ne cherche pas des choses un peu différentes qu'à l'habitude. Et l'anatomopathologie c'est toujours aux environs de 1 200 € aussi. Donc voilà, globalement, si on fait absolument tout, on est sur un peu plus de 3 000 €, 3 500 pour une autopsie. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous.